Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Gérer sa bipolarité. Je suis Leila Djedidi Farhat et après des années d'errance médicale, je suis diagnostiquée bipolaire il y a 3 ans suite à une crise maniaque. Depuis, j'ai repensé entièrement ma vie, j'ai mis en place des systèmes et toute une structure qui me permet aujourd'hui d'être stable et surtout maintenir cette stabilité. Aujourd'hui, j'aide les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire à avoir de la clarté, à développer une conscience très fine de leur corps et de leur humeur, à créer un vrai système pour réussir à bien gérer leur bipolarité au quotidien et stabiliser leur maladie. Le tout, bien sûr, sans perdre son identité ni sa liberté. Alors prépare-toi un bon petit café, sors ton carnet préféré et un stylo et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode du podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de comment accepter son diagnostic de trouble bipolaire. Avec cet épisode, mon intention, c'est de vous aider à shifter votre mindset, votre état d'esprit, voir les choses différemment, prendre de la hauteur, changer de perception afin de vous permettre d'avancer dans ce chemin d'acceptation du diagnostic. Donc si aujourd'hui vous venez de recevoir ce diagnostic et que vous n'êtes pas en paix, que vous n'acceptez pas, que ça vous fait peur, que ça vous angoisse, que vous vous dites que vous ne vous en sortirez jamais et que vous avez une vision extrêmement négative de cette maladie, là je vais vous prouver aujourd'hui et faire de mon mieux pour vous faire shifter et voir les choses d'une toute autre façon. Une façon qui sera beaucoup plus positive et qui vous permettra vraiment d'avancer. Ça va pour vous? Alors c'est parti! Alors, l'étape du diagnostic, c'est une étape extrêmement importante dans la vie d'une personne bipolaire, car généralement, on a vécu très longtemps sans savoir qu'on était bipolaire. Mais pas sans savoir qu'il y avait quelque chose qui cloche. Donc on a probablement fait pas mal de recherches à gauche, à droite, on a été voir des psychologues, des psychiatres peut-être, faire des tests de QI, peu importe, jusqu'à ce qu'enfin, le diagnostic tombe. Et souvent, au tout départ, on a un soulagement. On se dit, ok, maintenant je sais ce que j'ai. Mais ça dure pas très longtemps et très vite derrière, il y a beaucoup de peur et d'angoisse associées à ce fameux diagnostic. Et comme je le disais, cette première étape du processus, cette étape où on va venir accepter, c'est extrêmement important pour pouvoir avancer par la suite. Car si on reste bloqué à ce point-là où on refuse, où on a peur et on reste dans ce schéma-là, tout le reste, on ne pourra pas le mettre en place. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et bien souvent, donc, quand on reçoit ce diagnostic, c'est par un médecin, un psychiatre. Souvent, c'est suite à une très grosse crise, une qui a été plus bruyante que d'habitude et qui a fait en sorte qu'on en soit arrivé à être diagnostiqué, que la maladie se soit vraiment révélée. Et il y a souvent ces deux choses-là qui sont liées. Parfois, les traumatismes dus à la crise, par rapport à ce qui s'est passé pendant cette crise, ça peut être 1 milliard de choses. Mais il y a tout ce bagage-là, plus l'annonce, en fait, de cette maladie, que bien souvent, on connais pas. Moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était le trouble bipolaire. Comme tout le monde, on se dit, elle est bipolaire, celle-là, il est bipolaire parce que il change d'humeur ou d'avis rapidement. Et quand on creuse, on sait que c'est pas du tout ça, la maladie. Ce serait vraiment très réducteur de dire ça. Donc la première chose, en général, notre médecin va nous expliquer assez brièvement ce que c'est la maladie. Souvent, on reçoit de la paperasse, de la documentation à lire à la maison, mais bien souvent, on doit aller chercher plus loin. Donc, c'est la phase où on cherche à s'informer, à comprendre ce qu'est la maladie, quels sont les symptômes, comment ça se manifeste. Bien souvent, c'est là qu'on se rend compte qu'on a vécu tout ça dans le silence pendant des années, puis on se dit « Ah oui, ça me parle !» D'ailleurs, il y a pas mal de réalisations à ce moment-là où on se dit « Je savais pas que ce comportement-là, en final, c'était dû à la maladie. » Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Plus on va s'informer, plus on va en apprendre plus sur la maladie, plus il y a des questions qui vont émerger et c'est totalement normal. Donc là, on va de plus en plus avoir des questions à poser et à ce moment-là de cette étape, c'est très important d'oser en fait en parler avec votre médecin, avec votre psychiatre, de noter toutes les questions et d'arriver en séance avec vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir. Il y aura vraiment cette recherche d'informations qui est extrêmement importante. Ensuite, bien souvent, il y a la recherche des témoignages. Donc, on va aller voir sur le net qui a ce genre de maladie. On va avoir des documentaires, des émissions. Que disent les personnes bipolaires? Comment elles le vivent? Et très souvent, on veut savoir qu'est-ce qu'elles sont devenues, comment elles vivent aujourd'hui avec la maladie. Est-ce qu'elles arrivent à avoir une vie normale comme tout le monde? Est-ce qu'elles peuvent faire ce qu'elles ont envie de faire? Et tout ça pour avoir en fait de l'espoir, pour savoir où est-ce qu'on va. Moi, je sais que j'ai posé ces questions à mon psychiatre. Je lui ai demandé, mais
Est-ce qu'on peut faire n'importe quel métier? On peut avoir une vie normale à un moment donné ou pas? Et là, il m'a parlé très clairement d'avoir des patients de tout niveau sociaux, etc. Et que effectivement, on pouvait stabiliser cette maladie. Mais ça nécessite tout un système. Et en fait, vous l'aurez peut-être compris, remarqué, avec toutes ces étapes-là, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, c'est calmer ses peurs, calmer ses appréhensions. Parce que tant qu'on va pas venir calmer la peur liée à la maladie, liée à l'avenir qu'on va avoir en lien avec cette maladie, on ne peut pas être dans la recherche de solutions. Ça peut pas se faire en même temps. On doit d'abord calmer cette peur. Et ça passe justement par plus d'informations, plus de connaissances. L'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. L'inconnu fait extrêmement peur. Le changement aussi fait peur. Et là, on nous dit, il va falloir faire plein de choses, il va falloir changer plein de choses dans votre vie. Et on ne sait pas où on s'en va. Est-ce qu'on pourra mener une vie normale? Certaines femmes se demandent, est-ce que je pourrais avoir des enfants? Peut-être la question de, est-ce que je pourrais trouver l'amour, etc. Et souvent, on peut revoir comme ça toute sa vie. Et cette peur va nous faire croire qu'en fait, c'est une condamnation, que c'est une sentence, que notre vie est foutue à tout jamais. Et c'est important de se laisser du temps à ce moment-là. Et que si ce sentiment-là arrive, de pas le combattre, de pas lutter, de juste le vivre. C'est normal d'être triste. C'est normal de pas sauter de joie quand on apprend qu'on est atteint d'une maladie. Peu importe la maladie, personne souhaite être malade. Donc c'est normal de pas rebondir tout de suite et de se dire ok, c'est pas grave, positive attitude. C'est faux. Comme dans un deuil, il va falloir passer par plusieurs phases. Et c'est important de se donner le temps. À un moment donné, moi j'avais beaucoup de colère aussi. Je me suis dit pourquoi? C'est pas comme si j'avais déjà assez de problèmes dans ma vie. Sentiment d'injustice, d'incompréhension, d'impuissance aussi. Est-ce que je vais pouvoir vivre correctement et lutter de nouveau contre cette épreuve? Donc vous avez le droit d'être triste, le droit de prendre du temps pour digérer la nouvelle. Ça fait partie du processus d'acceptation. Et lorsqu'on arrive à se familiariser avec la maladie, en apprenant aussi à se connaître, à s'observer, à savoir comment la maladie se manifeste chez moi. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. On vit pas les choses pareilles, exactement pareilles, tout le monde. Non. On arrive à se connaître, à découvrir quels sont les triggers, quels sont les déclencheurs, qu'est-ce qui est très très fort chez moi et d'autres choses qui le sont moins. Et ainsi, on calme ses peurs. La peur disparaît. Et il n'y a que quand cette peur, elle disparaît parce qu'on peut maîtriser, on peut contrôler, on sait ce qu'on a affronté. Là, on arrive sur la phase où on arrive à voir son diagnostic pas comme une condamnation, ou plus comme une condamnation, mais bien comme le début d'une solution. À ce stade, on n'a plus peur, on connaît, on se connaît mieux également, on est équipé. Et là, on vient, dans ce stade-là, mettre en place des procédures, des systèmes qui vont nous permettre de nous soutenir vraiment face à cette maladie dans notre quotidien, pour arriver justement à gérer sa bipolarité et trouver la stabilité. Et je suis moi-même passée par toutes ces étapes pour enfin arriver à cette réflexion et à cette conviction que c'est grâce au diagnostic aujourd'hui que j'ai l'espoir de pouvoir réaliser mes rêves un jour, que j'ai l'espoir de mener la vie que j'ai envie de mener en fait, tout simplement, et que je suis pas juste victime des conséquences et d'un certain sort qui se serait abattu sur moi-même. Aujourd'hui, je refuse de croire à ça, je refuse de me laisser diriger par ma peur. D'ailleurs, je n'ai plus peur de ma maladie, et je le dis pas avec arrogance, mais bien parce que j'ai testé, j'ai vu mes limites, j'ai été très très loin. Et Dieu merci, je m'en suis toujours sortie. J'ai toujours trouvé les ressources à l'intérieur de moi et je sais que je trouverai toujours les ressources à l'intérieur de moi. J'ai des ressources qui ont été mises à l'intérieur de moi depuis bien avant ma naissance et je sais qu'elles seront toujours là pour m'aider à affronter les jours un peu moins bons. Et l'acceptation, c'est un chemin qui prend un certain temps. Ceux qui vous disent qu'on peut faire ça en 2 semaines, c'est du n'importe quoi. Car dans l'acceptation, il y a aussi le fait de dire au revoir à un certain passé, à une façon de vivre. C'est aussi prendre le temps de guérir tous ces traumatismes liés à la maladie et aux conséquences des crises. Dans accepter son diagnostic, il y a aussi accepter de retrouver une identité qui nous semble vraiment étrangère. Car une fois stabilisé, c'est pas qu'on n'est pas soi-même, mais on apprend à se connaître différemment. Surtout pour les personnes qui s'identifiaient en phase up, qui pensaient être, et que ça faisait partie de leur personnalité d'être comme ça. C'est aussi tout un cheminement de se découvrir autrement et d'apprendre à se vivre autrement.
Donc ici, je veux vraiment vous montrer que c'est possible. Ce chemin, vous pouvez le faire. Mais il faut juste respecter les étapes et accepter que ça prenne un certain temps. Mais mettez-y cette intention d'arriver un jour à voir que c'est au final une réponse et une solution pour vous. Car comme je le dis souvent, il y avait de toute façon quelque chose qui n'allait pas. Que ce soit ce diagnostic ou un autre, on le sait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas pendant toutes ces années. C'est pour ça qu'il y a cette instabilité, c'est pour ça qu'on n'arrive rien à construire, c'est pour ça qu'on se met dans des situations compliquées, c'est pour ça qu'on commence un job et après on l'arrête, on n'arrive pas à tenir. Ça vient expliquer en fait toutes ces difficultés qu'on a dans notre vie. Et quand on le voit comme ça, j'aime bien dire cette phrase-là, que ce n'est pas parce que j'ai reçu ce diagnostic que je ne pourrai pas réaliser mes rêves, mais c'est bien parce que j'ai reçu ce diagnostic que je vais enfin pouvoir réaliser mes rêves. Et ça veut tout dire parce que sinon, on va rester dans l'errance, cette errance médicale, à aller d'un spécialiste à un autre, à dire qu'on a des soucis, que ça ne va pas, mais sans jamais mettre vraiment le doigt sur la chose qui ne va pas, à tourner en rond année après année. Et honnêtement, il n'y a rien de pire. Parce qu'on s'abîme la santé, on s'use mentalement. Et on a de moins en moins de force pour rebondir. Cette résilience, elle est de moins en moins efficace pour nous. C'est extrêmement fatigant de vivre toutes ces crises. Et encore plus quand on ne sait pas ce qui se passe. J'ai l'habitude de dire que je me battais contre un monstre invisible. Pendant les crises, je me battais, mais je ne savais pas ce que c'était. Pire, je pensais que ça venait de moi et que c'était moi le problème. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pu enlever ça de mon identité et je sais que tout ça, ça appartient à la maladie, ça m'appartient pas à moi. Je les ai bien séparés les deux. Elle, c'est elle, moi, c'est moi. Hein, on n'est pas pareil. Et vraiment, je vous encourage à passer par toutes ces étapes, à aller en profondeur, à creuser, poser des questions, à vivre pleinement votre tristesse si vous en avez besoin et à avoir cette motivation pour arriver au stade où on peut vraiment voir la vie autrement. Et là, on a envie de chercher des solutions. Mais l'état d'esprit dans cette maladie est extrêmement important. Il y a le traitement, il y a les médicaments, qui ça c'est la base, les fondations, j'en ai déjà parlé. Mais il faut arriver à créer un discours intérieur qui nous soutient et pas qui nous enfonce. Et très souvent, il y a beaucoup de travail à faire parce que ces années justement de lutte contre cette maladie invisible à l'époque, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas, toutes ces années-là, elles ont fait beaucoup de dégâts sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous, la valeur qu'on se donne. Parce que quand pendant des années vous vous dites qu'il n'y a rien qui va chez vous et que vous avez un problème et que ça va pas, et que vous n'êtes pas normal, que vous n'êtes pas comme tout le monde et que vous êtes incapable, ben voilà, ça laisse des traces. Et pour moi, cette maîtrise aujourd'hui que j'ai, cette conscience de moi, cette finesse que j'ai développée sur mes pensées, sur ma façon, sur mon esprit, ma façon de réfléchir, etc., c'est à 50% dans la gestion, on va dire, dans ma stabilité. C'est le fait d'avoir appris à développer cette capacité à shifter mes pensées à chaque fois, à ne pas les écouter, celles qu'il faut pas écouter, à me répéter certaines choses quand j'en ai besoin. Et c'est tout le temps, toute la journée, chaque jour qui passe, à me remettre sur les rails. Quand j'oublie un médicament, à pas me dire que je suis stupide et que je suis la personne la plus nulle, etc. Mais arriver à avoir de la bienveillance envers moi et à me dire c'est pas grave, on continue. Tout ce travail-là, il est extrêmement précieux. Alors si toi aussi, aujourd'hui, tu as envie d'apprendre à gérer mieux ta bipolarité, à trouver la stabilité dans ta vie, si tu ressens que ça te ferait vraiment du bien d'avoir un accompagnement avec quelqu'un qui connaît ta situation, qui connaît ce que c'est que de vivre avec la bipolarité de l'intérieur, avec un parcours qui te ressemble, alors je t'invite à réserver un appel stratégique avec moi de 30 minutes, durant lequel on va effectuer un audit de ta situation actuelle et des systèmes que tu as mis déjà en place, afin que tu puisses déjà repartir avec des clés bien précises et surtout applicables et concrètes dans ta vie, dans ton quotidien. Voir ensemble ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas, ce qui manque et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc si tu sens que c'est exactement ce dont tu aurais besoin là tout de suite, clique dans la description et prends un rendez-vous sur mon lien Calendly. Et bien sûr, en aucun cas je remplace les médecins. Ça, c'est ce qu'on fait à côté du médical et du suivi psychiatrique. D'ailleurs, je ne prends personne en accompagnement qui n'a pas déjà un psychiatre et un suivi qui est mis en place. Mais moi, je vous accompagne avec la gestion de la maladie, à mettre en place des systèmes, des protocoles,
J'espère que tu as aimé cet épisode, que tu as appris quelque chose, que tu as eu des prises de conscience et que tu repars avec des clés pratiques à mettre en place dans ta vie. Si c'est le cas, pourrais-tu prendre quelques secondes de ton temps pour partager cet épisode à quelqu'un qui cherche aujourd'hui un soutien pour gérer sa bipolarité? Et ça me ferait aussi super plaisir si tu pouvais prendre 30 secondes pour m'écrire un avis sur Apple Podcast. C'est la seule façon pour moi de savoir que mon travail vous aide et tu contribues aussi à faire connaître ce podcast et aider d'autres personnes bipolaires qui souffrent encore de leur instabilité au quotidien. Merci d'avance et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi. Ciao!